Bienvenue sur À vos marques, créer, lancer, le podcast où l'on parle de création, de formation en ligne et aussi de lancement. Moi, c'est Julie de La Vie en Evergreen. Je vis sur la belle île de la Réunion. Professeure d'anglais à la base, je suis passionnée par la transmission de savoir et le web marketing. Alors si tu es à la recherche de conseils et d'inspiration pour créer un programme en ligne que tes clients vont adorer et recommander, construire une audience à qui vendre, réussir ton lancement, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités, mon objectif est de te donner toutes les clés pour réussir à devenir la référence dans ton domaine et vivre de ton savoir profitablement. Alors si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue dans cet épisode mais tout à fait spécial d'À vos marques, créer, lancer. Aujourd'hui, pour une édition vraiment spéciale de Paroles de lanceur, j'ai vraiment l'immense honneur d'accueillir the one and only Aline de The Bee Boost. J'aime, comme tu le sais, raconter comment j'ai découvert mes invités, mais Aline, je pense qu'elle pourrait se passer de présentation, puisque je pense que si tu es là, c'est que forcément tu la connais. C'est un peu la superstar en ce moment des lancements de programmes en ligne. Et en tout cas, Aline, comment je l'ai découverte? Tout simplement fin 2019, début 2020. J'avais à cette époque encore une boutique en ligne que je cherchais à développer et je cherchais des ressources pour Instagram et je suis tombée sur les pépites d'Aline dans ses épisodes de podcast où elle faisait une FAQ Instagram, il me semble. Et un autre épisode qui m'avait super marqué, c'était ses multiples idées de newsletter. Et en fait, c'était comme ça en fait que j'ai fait mes débuts en web marketing. Si vous voulez tout savoir, j'ai un petit peu suivi son parcours de très près et finalement, elle a été quelque part l'origine de ce que je fais sur La Vie en Evergreen. C'est elle qui m'a introduite à notre mentor commune, Amy Porterfield, chez qui je me suis formée justement à tout ce qui dit lancement de formation en ligne et c'est ce que je fais maintenant et c'est grâce à toi Aline. Donc je te souhaite la bienvenue sur À vos marques, créer, lancer. Bienvenue à toi Aline. Merci Julie, ça me fait déjà trop plaisir d'être là et puis surtout je suis flattée, mes chevilles vont littéralement exploser dans 3 secondes quoi. Bon, écoute, franchement, aujourd'hui, je crois qu'on a énormément de choses à se dire. Je parle bien sûr de ton lancement record que tu viens de terminer. La BSB Academy, pour la 3e fois, tu l'as lancée à la fin du mois dernier. C'est ça, fin mars 2022, ouais. Voilà, fin mars. Et en fait, par rapport à ça, je sais que tu as déjà sorti un épisode de podcast où tu en as parlé, mais j'avais aussi, moi, beaucoup de questions à te poser. Donc aujourd'hui, on va parler forcément programme en ligne, on va parler de cette fameuse BSB 3.0, j'ai envie de dire. On va parler de ton lancement record, on va parler un petit peu stratégie, comme j'aime le faire. Donc c'est parti pour la première question. Donc, d'où t'es venue finalement l'inspiration pour ce programme en ligne? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc la création de la BSB Academy, c'est ça? Oui. Alors, ça remonte à début 2019. Donc ça commence à remonter à il y a longtemps maintenant. C'est là où j'ai pris la décision potentiellement, enfin en tout cas je commence à prendre la décision de passer à temps plein sur The Bee Boost. À l'époque j'étais freelance en retouche photo. Et en fait quand j'ai décidé de passer à temps plein, j'avais des notions de web marketing et je m'y intéressais depuis quelques mois. Et je me disais bon, je pourrais très bien essayer de vivre de mon business, de faire les choses moi-même, mais j'avais envie que quelqu'un me prémâche le travail, fasse le boulot à ma place et d'avoir un plan d'action que je pouvais suivre aveuglément. Et à ce moment-là, quand j'ai pris cette décision, je me suis dit, il faut que je m'achète une grosse formation business, comme ça, je la suis, je gagne du temps, je réfléchis pas, je pose mon cerveau, on y va. Sauf que j'ai cherché la formation parfaite côté francophone et j'ai rien trouvé. Alors aujourd'hui, je connais plus de personnes sur le marché, plus de noms, donc je pense que j'aurais pu trouver. Mais à l'époque, en tout cas avec les recherches que j'ai faites, je n'ai rien trouvé. Donc j'ai acheté une formation business aux US. C'était la B-School de Marie Forleo et je l'ai suivie. Et à ce moment-là, déjà, je m'étais dit bon, un jour, je créerai la B-School francophone qui a tellement manqué en fait quand je faisais mes propres recherches. Et cette idée ne m'a jamais vraiment quittée. Donc j'ai lancé The Bee Boost, j'ai fait du coaching individuel, j'ai fait du coaching de groupe, etc. Et en fait, cette idée ne m'a jamais quittée. J'ai continué à la nourrir et à me dire, ah ouais, il faut vraiment faire un truc comme ça. Et du coup, mon coaching de groupe que j'ai donné à 2 reprises est devenu la BSB Academy.
Waouh. Et c'est vrai que, enfin, il y a ce côté vraiment référence en fait quand on pense à la B-School et de Marie Forleo. Et finalement, elle est un petit peu cette référence sur le domaine américain. Mais toi, vraiment, tu as réussi, je trouve, à t'imposer un petit peu comme ce programme business sur la scène française. C'est vraiment vraiment admirable. Et d'ailleurs, tu l'as sorti déjà donc 3 fois. Et là, entre ce dernier lancement et celui qui a précédé, tu as fait une refonte de ton programme. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Qu'est-ce qui t'a donné envie de le refondre, si on peut dire ça comme ça, et en faire quelque chose d'un peu plus novateur? Bah, il y avait plein d'éléments, mais je pense que l'élément principal, c'est que moi, j'ai énormément évolué en termes de mindset, en termes de compétences, en termes d'expertise. Le fait d'avoir relancé aussi 2 fois le programme, je voyais ce qui marchait moins bien. Il y avait des résultats, mais je me disais, aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, avec le marché qu'on a aujourd'hui, avec les évolutions, etc., il y a trop de trucs qui peuvent être encore optimisés pour être encore plus au service des apprenants. Donc, première raison pour laquelle j'ai fait le lancement. Deuxième raison, on aura l'occasion certainement d'en parler ensemble, mais le marché change et la formation doit s'adapter au changement du marché. Et c'était le bon moment de prendre un virage pour moi aussi. Je pense que j'aurais pu la relancer telle quelle, mais j'y croyais moins à cette version-là. Et je sais d'expérience que quand on lance un produit auquel nous-mêmes on croit bof, ça se vend pas. C'est vrai. Alors que quand on lance un produit auquel on croit dur comme fer, on a tellement de facilité à le vendre que ça passe crème, quoi. Et du coup, par rapport à cette refonte, tu as apporté des choses nouvelles, tu as apporté bon, je vais pas le dire, mais c'est toi qui vas nous expliquer un petit peu des innovations, on va dire, sur le plan du programme en ligne. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, je sais pas ce que tu appelles innovation, parce que pour moi, c'était pas forcément des grosses innovations, mais c'était plutôt partir de c'est quoi le besoin et comment moi je peux proposer des solutions par rapport à ça. Clairement, je m'estime bonne pédagogue, mais je suis pas ingénieure pédagogique pour autant. Donc il y avait quand même un gros travail où je me suis formée, presque formée à l'ingénierie pédagogique. Je me suis fait accompagner là-dessus, etc., pour repenser justement toute l'expérience apprenant. C'est-à-dire que si je dois citer un exemple très concret, en fait, quelqu'un qui se lance tout juste, qui débute, on peut pas lui expliquer tout de suite un concept très complexe et attendre de lui qu'il l'implémente tout de suite. Bien ou pas bien d'ailleurs. Il faut y aller par petits morceaux. Il faut d'abord lui faire comprendre la théorie, puis lui faire des exercices de manière synchrone, puis de manière asynchrone, puis ensuite le faire implémenter dans son business, etc. Et tout ça, c'est des petites étapes que moi, j'avais pas conscientisées, surtout que j'avais pas mises en forme dans les anciennes versions. Donc, il y a gros travail sur l'ingénierie pédagogique, la pédagogie en soi. Deuxième gros travail, c'était que un des retours que j'avais le plus souvent sur les anciennes versions de la BSB, malgré le fait que ce soit une formation en ligne, c'était quand même le manque d'accompagnement. Alors, jusque-là, moi, je disais, bah oui, mais c'est une formation en ligne. Et les gens disent, oui, on sait, mais ce serait cool qu'il y ait un peu plus d'accompagnement. Et donc là, du coup, Mhm. cette année, on a intégré un système de mentors. Donc, j'ai recruté 25 mentors qui sont là pendant 3 mois avec nous et chaque mentor a une classe entre 20, 22, 23 élèves maximum qui va accompagner à raison d'un live par semaine. Donc, ça permet, même au sein d'une énorme formation avec beaucoup de monde, parce qu'on est plus de 500 sur cette édition-là, de quand même avoir ce côté un peu plus intimiste où on se sent pas noyé parmi la masse, un numéro parmi tant d'autres. Et la troisième grande nouveauté, enfin il y en a plein de petites, mais la troisième grande nouveauté, c'est la semi-personnalisation du parcours pédagogique. Alors, en fait, en refaisant le contenu, en soi, les stratégies restent les mêmes, le contenu que j'enseigne reste le même, même si les exemples ont changé, certains de mes points de vue ont changé aussi. Mais je me disais, par exemple, il y a des choses que tout le monde n'a pas forcément besoin d'aborder. Il y a des gens qui rentrent dans la BSB Academy qui n'ont pas d'identité visuelle, et il y en a qui rentrent dans la BSB qui en ont déjà une. Et je me dis, bah, il me faut une leçon sur l'identité visuelle, mais ceux qui en ont déjà une, par définition, ils n'auraient pas forcément besoin de la suivre. Et je me suis dit, comment je peux imaginer un système où les gens suivent que les leçons dont ils ont besoin. Et en fait, du coup, j'ai imaginé un système de quiz, j'appelle ça des quiz pédagogiques, et à l'entrée de chaque module, les gens passent un petit quiz, et le quiz leur dit quelles leçons suivre, dans quel ordre, en fonction de leurs résultats. Donc, évidemment, tous les élèves ont accès à l'ensemble des leçons, donc ceux qui ont déjà une identité visuelle peuvent quand même regarder la leçon sur l'identité visuelle, mais pour leur faire gagner du temps et pour leur donner vraiment ce sentiment que le parcours est sur mesure pour eux, il y a ce petit quiz qui a été mis en place. Voilà. Super. Donc vraiment une expérience client vachement optimisée en fait. C'est-à-dire que on perd pas de temps, on est vraiment efficace sur ce point de vue. Franchement, bravo parce que c'est quand même quelque chose qui est assez technique à faire, je pense. Ça a dû te demander beaucoup beaucoup de réflexion. Et moi, ce que j'aimerais savoir, et ce que tout le monde aimerait savoir, je pense, c'est
comment se déroule, en fait, quand tu as une cohorte en cours comme ça, comment se déroule, allez, une semaine type alors? Parce que je sais que tu travailles en équipe, tout ça. Comment est-ce que tu gères tes semaines quand tu as une cohorte en cours? Par rapport à mes élèves, par rapport à mon équipe, Par rapport à la manière dont tu fonctionnes, en fait. Comment tu travailles sur une semaine type quand tu es quand tu as une cohorte? OK, du coup, on va partir sur une semaine où il y a un nouveau, module qui est mis en ligne parce que c'est pas toutes les semaines, du coup, il y a des modules qui durent 2 semaines, d'autres qui durent 1 semaine et cetera. Donc le lundi matin, je me lève tôt parce qu'à 8:30, je mets le module en ligne pour la cohorte. Il y a le petit mail qui part à 9:00 qui leur dit: «Coucou, c'est en ligne avec les conseils, ce qu'ils doivent faire, pas faire, comment ça se passe quand ils ont des questions, c'est quand leur prochain live», les choses comme ça. Enfin vraiment, une espèce de petite gazette, qui les tient au courant. Hem, Moi, je passe peut-être 4-5 fois par jour dans le groupe Slack. Donc on a une communauté sur Slack cette année, pour, lire enfin, je suis une psychopathe, mais je lis absolument tous les messages, même les messages dans les canaux privés des classes, des choses comme ça. Je réponds pas beaucoup parce que j'ai embauché une team, de mentors et une team pédagogique pour répondre. Donc l'idée, c'est pas que je passe, outre leur rôle et que, je prenne trop de place, mais je lis absolument tous les messages pour, détecter, s'il y a des problèmes, quelles sont les demandes récurrentes, voir s'il y a des gens qui sont en décrochage ou là, on pourrait intervenir, des choses comme ça. Hem Et puis pour ma part, c'est à peu près tout. Un mercredi sur 2, je fais un live aussi pour, les élèves de la BSB. Mais c'est ça, c'est surtout un énorme travail, en fait, de monitoring au quotidien pour prendre la température, voir, qui fait quoi, qui va bien, qui va pas bien, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être soutenu, encouragé et cetera. Et en fait, on est plusieurs à faire ça, hein. On se répartit le rôle entre moi, mon équipe et puis même les mentors qui sont très présents, qui nous font remonter quand ils sentent qu'il y a un élève qui va pas bien et cetera, où nous, on peut intervenir. D'accord. Donc finalement, c'est vraiment un petit peu, ben, comme tu disais, c'est du monitoring en fait, au day to day. En fait, tu gères vraiment ton équipe, tes mentors, etc. Et d'ailleurs, moi, la question qui me vient, c'est comment en fait tu prépares un lancement quand tu travailles en équipe, puisque quand tu travailles seul, c'est une chose, mais comment tu as senti vraiment la différence que ça fait que de préparer un lancement en équipe? Ah, préparer un lancement en équipe, il y a une phase extrêmement frustrante pour moi qui s'appelle la phase de préparation, où on passe une semaine, genre limite, H24, à faire la liste de tout ce qui doit être fait, dans les plus petites actions, à se demander pour chaque action combien de temps ça va nous prendre et qui s'en occupe, dans quelle deadline, tu vois? Et ça, c'est horrible pour moi, c'est fastidieux, c'est long, c'est chronophage, c'est tout ce que tu veux. Mais, on est passé par cette phase-là où on a fait la liste exhaustive d'absolument les centaines et les centaines de tâches, mais jusqu'à la plus petite, hein, qui devait être faite. Et après, du coup, Sonia qui s'est occupée de la gestion de projet, sur ce lancement-là, s'est occupée de construire un rétro-planning, en fait. Ouais, un rétro-planning au millimètre en fait, Au puisque millimètre. finalement on peut pas se permettre d'avoir des zones d'ombre comme ça. Et justement, Sonia, dont tu nous parles, c'est la première personne que tu as Oui. recrutée dans ton entreprise. Comment est-ce que tu as senti que c'était le moment de le faire? Alors, elle est arrivée après des petits essais infructueux de délégation. Mais on va dire qu'elle est arrivée au bon moment où moi j'avais clairement trop de travail à faire, mais c'était pareil, ça fait longtemps, c'était début 2020. Donc j'avais déjà beaucoup trop de travail à faire et je me suis dit: «Il me faut une assistante» et à ce moment-là, ma route a croisé celle de Sonia et qui était assistante à l'époque et on s'est dit: «Bon bah chouette, on va travailler ensemble». Puis en fait, je lui ai délégué de plus en plus de choses et c'était cool. Puis après du coup, elle a pris en grade, elle est passée, chef de projet/business manager et du coup, elle a évolué en ce sens, même au sein de The Bee Boost. Waouh. Franchement, finalement, tu es passée donc de freelance retoucheuse photo à formatrice business infopreneuse. En fait, littéralement, la formation en ligne a changé ta vie. Tu avais imaginé un jour avoir une équipe comme ça? Pas sous cette forme-là. En fait, j'avais imaginé un jour avoir une équipe, enfin, moi, je pensais à l'époque que j'allais monter une agence de retouche photo, hein, qui était mon métier, mais je me voyais déjà avoir ce côté, une boîte, une équipe. Alors je pensais pas du tout que ça allait être dans ce secteur-là. Parce que finalement, une journée de travail, enfin, comme ce que tu pouvais avoir en tant que freelance, Mmh mh. finalement, ça n'avait absolument rien à voir au final. Non, rien du tout, enfin, même en freelance, j'avais plus un rythme de vie salariée parce que j'étais beaucoup, chez mes clients, donc là, on se pliait aux horaires des boîtes, quoi. Ouais, clairement, c'est quelque part parfois un deuxième salariat quand on y réfléchit bien. C'est vrai que de devoir travailler pour des clients par rapport à travailler pour soi, ça change toute la donne. Et moi, ce que j'avais envie de savoir, c'est, alors, on est une petite souris, hein, on se glisse un petit peu chez Aline. Quelle est la première formation en ligne dans laquelle tu as investi? Ouh là! Écoute, c'était en 2015.
Une formation en ligne sur la retouche photo. C'est là, comme ça que j'ai appris mon métier de retoucheuse photo au final. Et je me souviens, je crois que ça devait coûter 200 ou 300 euros à l'époque, mais que c'était tellement un gros investissement et surtout les formations en ligne à l'époque. Enfin, même moi, j'avais pas conscience de ce que j'étais en train de faire, mais les LMS comme aujourd'hui n'existaient pas. C'était que des solutions maison. Les paniers de paiement ressemblaient à rien. Et moi, j'avais peur que ce soit une arnaque et tout. Enfin, mais tu recevais des vidéos sur un Dropbox. Wow. Enfin, c'était vraiment la bonne époque. Mais je pense qu'en fait, j'ai été consommatrice de formations en ligne très tôt, avant même de me rendre compte que c'était un marché, qu'il y avait un marché derrière, etc. Et j'avais vraiment cette idée de si j'achète auprès de cette personne-là et que cette personne-là a une formation en ligne, c'est que cette personne-là doit être waouh, ça doit être un organisme certifié ou un truc comme ça, tu vois. Je me disais pas que ça pouvait être des indépendants derrière ce système-là. Et comme quoi, finalement, tu as appris ton métier grâce à une formation en ligne, donc c'est tout à fait possible. Et la dernière dans laquelle tu as investi, si tu investis encore dans les formations en ligne aujourd'hui? Ça fait longtemps que j'ai pas acheté une formation en ligne, punaise. Je réfléchis. Je sais même plus, en vrai. Ah, si, je sais, mais c'est un truc, ça n'a rien à voir avec le business. C'était un truc sur la santé. C'est une formation d'une diététicienne aux US, voilà. Super, maintenant vous savez tout. Alors, bah écoute, on va commencer un petit peu à parler lancement. Et moi, j'aimerais savoir, bon, on la connaît la réponse, mais quelles sont tes inspirations launch? Est-ce que tu as plusieurs personnes que tu admires, qui font des lancements qui te font rêver? Est-ce que t'en as des références comme ça? Alors, tu as cité un petit peu dans l'introduction, mais la mentor qu'on a en commun, Amy Porterfield, moi, c'est elle qui m'a mis sur les rails du lancement, entre guillemets. J'ai suivi sa formation aussi. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé pour le premier lancement. Je me suis casée sur sa méthode, pour le tout premier lancement de la BSB, qui a très, très bien fonctionné. Et après, sans être cliente forcément de ce qu'ils font, mais je m'inspire aussi beaucoup de toutes les personnes aux US, toute la team, Stu McLaren, Jenna Kutcher, Marie Forleo un petit peu aussi, etc. Même si au final, c'est les mêmes stratégies qu'on retrouve de partout. Oui, finalement, c'est vrai que ça se retrouve un petit peu, enfin, ça se croise un petit peu, on va dire. Je crois une fois que tu avais parlé de Vanessa Lowe aussi, que tu aimais bien. Oui, c'est vrai. Ouais. Peut-être plus pour sa communication Instagram, pour le coup. Pour sa communication Insta et pour ses vidéos YouTube. C'est une erreur que je regarde sur YouTube. Mais j'avoue que j'ai pas trop suivi ses lancements, elle. Ouais. Mais après, je sais que Vanessa Lowe, elle s'est aussi fermée chez Amy Porterfield. Oui, ça aussi, je l'ai vu passer. Alors, j'ai une question. Tout de suite, on va adresser the elephant in the room, comme on dit, ce fameux big lancement record que tu as expérimenté donc fin mars. Donc, on va considérer effectivement que c'est un lancement à 7 chiffres, puisque merci de me rejoindre là-dessus. On est d'accord, puisque il me semble que il te manquait à peine 4 000 euros pour atteindre le million d'euros. Donc en tout cas, bravo, franchement, félicitations. Moi, j'adore suivre tes lancements à chaque fois. Je te l'ai dit, c'est vraiment avec plaisir que je te vois déployer les stratégies et vraiment avoir toujours de l'avance sur la compétition. C'est quand même un truc de dingue, parce que je trouve que tu as vraiment une manière de présenter toujours ton business, de même montrer tes coulisses et toujours garder un coup d'avance et toujours nous surprendre au dernier moment. Donc moi, je trouve que c'est un régal de te regarder faire. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu t'y es organisée, comment tu t'y es prise, pardon. Combien de temps à l'avance est-ce que tu as commencé à bosser sur ce lancement? Il y a la théorie, il y a la pratique. En théorie, j'aurais dû vers octobre, novembre pour un lancement en mars. En pratique, ça a été début janvier. Sachant que c'est même pas le lancement. Le lancement, c'était même fin janvier parce que on a eu la refonte à faire en même temps. Donc, en fait, le rétro-planning était prêt début décembre. Oui. Mais moi, pour plein de raisons, j'ai pas commencé à bosser sur le lancement avant fin janvier. Voilà. Donc tu conseillerais toi un minimum de temps pour s'y préparer? Alors ça dépend l'ambition du lancement qu'on a, ça dépend de combien de places on veut vendre, ça dépend de quel bruit on veut faire sur les internets, des choses comme ça. Je pense que 2 mois à l'avance, c'est quand même bien. Voilà, même pour un premier lancement, même si on est tout seul, et parce que sachant que pendant un lancement, à part quand on arrive sur des niveaux de business très avancés, généralement on est quand même censé continuer à bosser à côté. On peut pas faire que de la préparation de lancement toute la journée pendant 2 mois. Donc, sachant qu'on travaille aussi à côté 2 mois à l'avance, c'est bien. Surtout que dans les stratégies de lancement, généralement, de plus en plus, maintenant, on conseille d'avoir toute une période de chauffage de salle, sensibilisation de l'audience, où on commence à communiquer tout doucement, genre 30-40 jours à l'avance. Donc, rien que pour ça, il faut le prendre en compte dans le planning, quoi.
Et par rapport à ce que tu dis, je trouve ça super intéressant, le fait de préchauffer la salle, tout ça. Il me semble quand même que tu as parlé du fait de maintenant qu'on doit vraiment prendre son temps pour vraiment sensibiliser à la sortie de notre produit, parce que finalement le marché est en train de changer, les gens sont de plus en plus au fait des différentes méthodes web marketing qu'on peut avoir. Et en fait, c'est vrai que le temps de préchauffage, il doit vraiment être un peu plus long. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que toi, tu as dû mettre en place pour ça? Bah, effectivement, je suis d'accord. C'est une réflexion que je m'étais faite cette année, enfin déjà un peu l'année dernière, mais encore plus cette année. Alors, je parle pour mon audience, qui est aussi la tienne, donc ça veut pas dire que ce sera valable dans tous les marchés, mais voilà, on l'a dit, ça se sophisticatise. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je te fais confiance. Les gens ont l'habitude de voir des lancements et tout le monde fait des lancements et c'est trop cool parce que le lancement c'est bien, c'est la vie. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui on ne peut plus arriver du jour au lendemain comme un cheveu sur la soupe avec un gros challenge, une grosse masterclass, un produit à 2 millions en mode tenez acheter. Les gens sont pas prêts, les gens il y a trop de solutions, les gens ont besoin de temps pour se convaincre et pour être convaincus. Et la meilleure solution de faire ça, c'est ce fameux préchauffage de salle, où en fait l'idée c'est de commencer à parler à demi-mot de notre produit, de dire que ça arrive, de commencer à répondre à quelques questions, de teaser, de spoiler, de montrer les coulisses, les aperçus, les machins, les choses comme ça. Donc cette année c'était très pratique parce qu'avec la refonte, qui m'a ppris quand même beaucoup de temps, j'avais plein de choses à dire H24, donc ça m'a vraiment permis de créer ce fameux bruit de fond pendant les 40-60 jours qui précédaient le lancement. On avait aussi une newsletter spéciale pour notre liste d'attente, où là vraiment on enjaillait spécifiquement les gens en leur parlant de la BSB, en leur partageant des bêtisiers, des choses comme ça, ce qui était assez cool et qui était une grande nouveauté de cette année. Et ouais, je pense que pour moi, en tout cas, dans mes lancements, la réussite du lancement passe par la qualité de ce chauffage de salle. Pas forcément les 10 jours d'ouverture de panier. J'ai presque envie de dire, quand j'ouvre le panier, les dés sont quasiment déjà jetés. Yes. Et tout tient à la qualité du teasing et du spoiler que j'ai fait avant, quoi. Exactement. Et vraiment, c'est vrai que c'est quelque chose dont je parle très souvent, c'est le pré-lancement. Il y a différentes manières vraiment de chauffer la salle, comme tu dis, que ce soit montrer les coulisses, la fameuse séquence email backstage que t'as mise en place, que j'ai adoré d'ailleurs. J'ai beaucoup adoré le bêtisier, personnellement. Il était vraiment nickel. Mais c'est vrai que les gens ont besoin qu'on leur présente différentes facettes de la sortie de notre produit, et c'est vrai que c'est super important. Et effectivement, une fois que le panier il est ouvert, on regarde en fait sous nos yeux si notre stratégie a été efficace ou pas. Et dans ton cas, il a été super efficace, que tu as fait donc ce fameux lancement à 7 chiffres. Et moi, j'aimerais savoir, en termes de Facebook Ads, est-ce que tu trouves que c'est une obligation de lancer la première fois avec Facebook Ads? On peut totalement faire sans. Alors, non, c'est pas une obligation. On peut faire sans. Encore une fois, ça dépend des objectifs, etc. Après, moi, j'aime beaucoup le fait d'utiliser les Facebook Ads, non pas pour se faire connaître, mais pour faire du retargeting. Donc, c'est-à-dire rappeler aux gens qu'on est là, rappeler aux gens ce qui est en train de se passer dans le lancement. Donc, que ce soit le lead magnet à télécharger, que ce soit la masterclass auquel il faut pas oublier de s'inscrire ni oublier de venir, et le fait que le panier va bientôt fermer. Et je pense que 80% de mon budget à chaque fois que j'utilise les Facebook Ads dans le cadre d'un lancement, c'est que sur du retargeting, c'est-à-dire renvoyer un message, ça peut être un visuel, une vidéo, enfin quel que soit le format, mais à des gens qui ont déjà fait une action. Donc par exemple, un retargeting sur la masterclass, ça voudrait dire que des gens qui sont inscrits à la masterclass, on les a traqués avec un petit cookie et ils voient passer une vidéo qui leur dit merci d'être inscrit à la masterclass, n'oublie pas de télécharger ton workbook et de venir à la masterclass. Mais je vais pas forcément faire énormément de budget en mode aller parler à des gens qui ne me connaissent pas. Donc c'est pas pour me faire découvrir, mais c'est toujours pour convertir. Donc pour toi, c'est quand même possible de réussir sans forcément Facebook Ads pour un premier lancement, mais après pouvoir mettre ces choses-là en place. Et par rapport à ce que toi tu as mis en place, donc j'aimerais aussi te parler de l'affiliation. L'affiliation très à l'américaine qui a fait beaucoup de bruit. Je sais que tu as un sentiment un peu mitigé au final par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Yes, affiliation mitigée parce que énormément de fierté et d'amour pour tous mes partenaires de lancement, mes affiliés, parce que ils se sont défoncés pour ce lancement, ils ont fait leur maximum, ils ont tout donné, ils ont été là, enfin ils ont été d'un soutien et d'un support même émotionnel pour moi incroyable, parce qu'on avait un petit groupe WhatsApp où genre ils m'encourageaient dès qu'ils sentaient que j'avais un petit moment de down et tout, enfin c'était vraiment, l'expérience était incroyable. Donc de l'intérieur, incroyable. De l'extérieur, j'ai eu des retours qui me disaient que c'était too much.
en termes de communication, c'est-à-dire qu'on avait trop entendu parler de la BSB, il y avait trop de monde. Et c'est vrai que sur ce coup-là, l'affiliation, je l'avais faite un petit peu en roue libre. C'est-à-dire que j'avais proposé à mes anciens élèves qui voulaient venir d'être affiliés. Donc déjà, ça avait fait beaucoup de monde parce qu'il y avait beaucoup d'anciens élèves. Et surtout, ils avaient aucun cadre en termes de communication, c'est-à-dire qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient faire le plus gros, la plus grosse communication qu'ils voulaient, ou alors juste en parler en message privé. La seule interdiction qu'ils avaient, c'était de faire de la publicité Facebook, parce que quand on est plusieurs à faire du Facebook Ads sur un même produit, on fait monter les coûts pour tout le monde, ce qui est juste pas une bonne stratégie du tout. Donc j'ai juste fait passer le message que moi je m'occupais des Facebook Ads, mais qu'après ils étaient libres de faire ce qu'ils veulent. Effectivement, je pense que les gens qui me suivaient et qui du coup forcément aussi suivaient les autres parce qu'on est un petit microcosme, ils pouvaient pas ouvrir un seul jour leur boîte mail ou leur compte Instagram sans voir 10 messages passer sur la BSB, et je peux comprendre que ça a saoulé. Et j'ai reçu 2 messages qui m'ont particulièrement touchée, de personnes qui m'ont écrit directement sur Instagram pour me dire: écoute Aline, t'es bien gentille, je te kiffe, je voulais acheter la BSB, mais en fait tu m'as tellement saoulé avec ta com et tes affiliés que finalement j'achèterai pas. Et je me dis que pour une personne qui te le dit, il y en a 10 qui l'ont pensé, donc pour 2 personnes qui l'ont dit, j'ai perdu 20 ventes, très certainement, peut-être plus. Et là ça m'a fait un peu l'effet d'une douche froide en me disant c'est un apprentissage, autant l'année dernière j'en ai pas assez parlé, autant cette année on en a un peu trop parlé, l'année prochaine je serai au juste milieu, il y aura pas de souci. Voilà. Voilà, finalement, on apprend toujours d'un lancement à un autre, en fait. On réajuste et en fait, il faut pas croire que tout est acquis au final, au premier lancement à succès. Finalement, même les grands lanceurs à succès, finalement, apprennent encore des choses d'un lancement à un autre. Et par rapport à ça, j'aimerais savoir ce que tu n'as plus envie de refaire l'année prochaine, par exemple. Me mettre à préparer le lancement 1 mois et demi à l'avance. Ça stop. Effectivement, les affiliés, je pense que on prendra moins d'affiliés. Peut-être qu'on les sélectionnera avec un peu plus de soin et peut-être qu'on les cadrera un petit peu plus sur ce qu'on peut faire, ne pas faire, justement pour coordonner les efforts de promotion et faire en sorte que ce soit pas too much pour l'audience, mais que ce soit quand même suffisamment bruyant. Parce que voilà, faut quand même que ce soit un peu bruyant, quoi, c'est un lancement. C'est le but. Oui, quand même. Qu'est-ce les choses que j'ai pas envie de refaire? Non, je crois que c'est à peu près tout. Après, il y a des choses que j'aimerais faire en plus que j'ai pas faites sur ce lancement, mais surprise, ça arrive. Surprise. Voilà, ça arrive. On va regarder ça avec beaucoup d'attention. En tout cas, moi, ce que j'aimerais que tu nous dises, c'est ce qui a bien fonctionné maintenant. Après les erreurs entre guillemets et erreurs bien sûr. Hein. Qu'est-ce qui a bien fonctionné que tu as envie de réitérer justement? C'est ce qui fonctionne tous les ans depuis 3 ans. Hein. C'est la stratégie emailing. Enfin voilà, l'email marketing vend toujours aussi bien. Clairement, de toute façon, je le voyais au niveau des chiffres. J'envoyais un mail, j'avais des ventes. J'envoyais des mails, j'avais des ventes. Donc clairement, ça fonctionnait bien. La stratégie par masterclass fonctionne très bien pour moi aussi parce que j'adore les masterclass. J'adore créer des espèces de petits événements. Le fait de la donner à plusieurs reprises en live à chaque fois pour m'adapter à différents horaires en fonction des décalages horaires, des rythmes, des contraintes de chacun, ça marche aussi très bien pour moi. Facebook Ads en retargeting, pareil, super bon résultat. Affiliation, en fait, au final, affiliation, malgré on va dire l'erreur de communication que j'ai faite là-dessus, au final, ça a quand même très très bien fonctionné parce qu'on a une centaine de ventes qui est venue de la part des affiliés, donc c'est quand même cool. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre qui a fonctionné? Notre organisation interne avec l'équipe, ça c'est bien. Et on a proposé à la fin du lancement aussi, c'était pas trop prévu, ça a été un peu mis sur pied en urgence. On a proposé des calls pour les gens qui se posaient des questions, qui hésitaient encore, qui n'étaient pas sûrs que ce soit adapté à leur cas, etc. Ils pouvaient prendre un call avec un membre de l'équipe. Ça a quand même bien fonctionné. C'est-à-dire que les calls qu'on a eu, on en a converti avec 75%, ce qui est juste ouf. Et voilà. Super. Et donc finalement, ouais, tout ce qui est email marketing, tu disais, tu as vraiment vu un retour par rapport à cette stratégie-là. Et donc tu nous confirmes bien que même à ton niveau, le fait de continuer sans arrêt à travailler sur ta liste email, c'est quand même important. Ah, mais pour moi, ma liste email, c'est mon atout le plus précieux avec The Bee Boost. Hein. Ça, en égalité avec Instagram et le podcast, mais vraiment, c'est quelque chose que je travaille consciemment tout le temps. D'ailleurs, je paye 900 balles par mois mon logiciel d'email marketing parce qu'on commence à être beaucoup dessus. Donc, c'est une dépense. À chaque fois que je vois la dépense passer, je fais gloops, mais je me rappelle ce que ça me rapporte pendant les lancements. Donc, ça m'aide à avaler la pilule. Mais non, oui, c'est indispensable quand on fait de la formation en ligne. Et là, tu es sur quel ESP du coup? ActiveCampaign.
D'accord. Ouais, il est pas très sexy, mais il est vachement efficace. Bah, j'ai longtemps été sur ConvertKit que j'adorais, mais Mmh. justement dans le cadre Ouais. des lancements, on commence nous à être de plus en plus dans la dentelle en termes de segmentation de listes, de comportement, de choses comme ça. Et ConvertKit ne nous permettait pas de faire tout ce qu'on voulait, y compris pour le tracking des pubs, les choses comme ça. Donc on a switché à regret. Effectivement, c'est moins sexy ActiveCampaign. Je suis pas copine avec lui du tout, C'est mais clair. mais c'est puissant, c'est puissant. C'est vrai, c'est vrai. Et je sais que tu as un énorme taux de conversion, donc ça va pas peut-être pas rentrer dans les taux de conversion entre guillemets de base. Mais est-ce que tu peux nous dire, par exemple, bon, déjà quel est ton taux de show-up en masterclass, le taux de présence de tes inscrits? Eh ben écoute, j'étais déçue. Non, j'ai pas été déçue, mais cette année, c'était quand même moins que l'année précédente. Mais parce que je pense qu'on est en période Covid. Enfin, on est sorti de la période Covid. Oui. Avant, les 2 premières fois où j'ai lancé, on était en période Covid. Les gens étaient chez eux. Ils avaient rien à faire à part regarder des masterclass. Mm. Là, c'était plus du tout le cas. Donc, j'étais à 60% sur la première masterclass. Bon, là, ce qui est Wow. juste énorme. Par contre, les 2 autres, j'étais à 46%. Ce qui est quand même monumental par rapport à une moyenne. La moyenne du marché, c'est 25-30%. C'est Voilà, considéré comme un très, très bon taux. justement. Après, c'est vrai que moi, j'étais habituée à du 55-60 H24. Donc là, tomber à 45, moi, je suis en mode, ah, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Waouh. C'est justement, je trouve qu'un aussi fort taux de show-up, finalement, ça reflète vraiment le lien que tu as tissé tout le reste de l'année avec ton audience, que ce soit sur par newsletter, sur Instagram, etc. En fait, on voit vraiment que finalement, quand les gens, ils arrivent, ils sont ultra qualifiés, ils sont dans les starting blocks. Donc, c'est quand même quelque chose qui est parlant, finalement, et qui n'est pas étonnant, tu vois. Et par rapport à tout ça, quel a été finalement ton taux de conversion par rapport au masterclass que tu as Bah, donné? pareil, là, il a vraiment chuté par rapport à l'année dernière. Donc, sans avoir, enfin, je pense qu'il y avait peut-être des défauts dans ma communication, dans la manière dont j'ai converti pendant la masterclass, dans mon contenu, etc. Là, on était sur entre 5 et 8% en fonction des masterclass. Donc, 8%, c'est bien, 5%, c'est quand même bofi bof. Et finalement, comment tu expliques le fait que ça ait un peu moins converti? Le fait que ce soit plus cher que l'année dernière, c'est-à-dire que l'année dernière, le produit était à 1 500 €, là, il est passé à 2 000 €, et que derrière, j'ai pas proposé d'appel. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas dans la culture francophone, voire même la culture française, les gens, quand ils investissent 2 000 €, ils ont besoin d'avoir quelqu'un au téléphone pour confirmer que c'est un bon choix, etc. Donc, en jargon marketing, on Mhm, appelle ça des appels de closing. mhm. C'est un vilain mot. C'est un vilain mot qui fait peur parce qu'on a l'impression que closing, on entend tout de suite le commercial qui va essayer de Ouais. nous vendre à tout prix, ou ces gens qui nous démarchent pas pour le CPF, ou Mhm. on en a trop marre, quoi, tu vois. Mais alors qu'au final, ça veut juste dire, on est là pour closer la vente dans un sens ou dans l'autre, mais pour que la personne prenne une décision. Ça, je pense que ça a peut-être un petit peu manqué. Je pense que le contenu de ma masterclass était quand même peut-être un petit peu dense, déjà en termes de durée, mais aussi en termes de contenu, dans le sens où les gens, au moment où je suis passée sur la vente, c'est pas qu'ils avaient pas envie d'acheter, mais que j'avais déjà donné tellement d'informations et de choses à faire pendant la masterclass qu'ils étaient en mode, bah, limite, j'ai de quoi avancer comme ça. Voilà. Donc, je pense que là, et pourtant, je suis au courant de ce genre de problème. Je suis la première à sensibiliser mes étudiants là-dessus, Mhm. mais j'ai fait un petit peu l'erreur qu'il ne faut pas faire. Donc, trop donner de contenu dans son contenu gratuit dans le cadre d'un lancement. Je pense que le fait qu'on était en fin de mois et que les gens n'avaient pas forcément reçu leur paye, etc. encore, ça a aussi un petit peu joué. Et puis il y a aussi, j'étais pas au courant, mais il y a eu le lancement d'un gros produit concurrent pile poil en même temps que le mien. Donc je pense qu'on s'est un peu tiré dans D'accord. les pattes l'un de l'autre. Oui. D'accord, d'accord. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette transparence, hein, et puis j'aime beaucoup analyser ça. Enfin, j'aime beaucoup voir comment tu analyses finalement ces résultats. En tout cas, tu n'as pas à rougir de ces 7 chiffres que tu as pu générer parce que c'était vraiment très impressionnant. Et je crois que franchement, dans la francophonie, dans ton industrie, on n'a pas encore vu de tels chiffres, hein. J'essaie de regarder, mais je ne pense pas. Mais en tout cas, bah, bravo à toi, bravo à ton équipe, hein, pour tout le travail que vous avez accompli. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que si tu pouvais donner un conseil à la Aline de 2019 qui débutait, quel conseil tu lui donnerais? Oh, je pense que je lui dirais juste, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Fais-toi confiance, ça va fonctionner, quoi. Suivre ton intuition finalement. Ouais, continue à suivre ton intuition, clairement. Et à ceux qui souhaiteraient lancer un programme en ligne. En vrai, je pense que ce qui fait la beauté d'un lancement, c'est pas la perfection des petits détails,
mais la solidité de la machine de frappe qu'on construit avec l'ensemble des stratégies. Donc, c'est-à-dire que quand on va faire un lancement, les publicités vont pas être parfaites. La masterclass va pas être parfaite. Les emails vont pas être parfaits. Les réseaux sociaux vont pas être parfaits. Les lives vont pas être... Rien ne sera parfait, mais c'est l'ensemble, c'est le tout qui crée les résultats. Et que c'est vraiment d'autant plus important que de considérer ce fameux mieux vaut fait que parfait que je répète à toutes les sauces. Mais là, vraiment, encore plus dans le cadre d'un lancement, faut se dire, en fait, il faut faire du bruit quand on lance, et je parle vraiment d'un lancement où on vend sans limite de place, hein, pas d'un lancement où on fait un coaching de groupe, où on veut vendre juste 5 places, etc., où là, on peut être plus dans la dentelle. Mais quand on veut faire un gros volume de vente, il faut se dire, faut que je sois une force de frappe. Parce qu'il faut que les gens nous entendent, il faut que les gens nous voient plusieurs fois, beaucoup, avec de la preuve sociale, etc., parce que malheureusement, ce sont les règles des algorithmes, des plateformes, hein, il faut qu'il y ait un taux de répétition. Et donc là, il faut vraiment enlever ce perfectionnisme. Et je dis pas en faire le plus possible, mais ne pas hésiter à sortir la tigre loulou. Il faut que nous-mêmes, on se saoule pour se dire, je suis arrivé au bon taux de répétition pour mon audience, quoi. Et justement, souvent, c'est un peu un frein que je vois, moi, chez mes clients, c'est le côté, j'ai peur de saouler, mais je vais arriver avec mes gros sabots, les gens, ils vont se désabonner, tout ça. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Qu'il faut saouler les gens. Au final, parce qu'on veut que les gens ils prennent une décision tranchée, que ce soit oui j'ai trop envie ou alors non je suis saoulée, mais si on les laisse indifférents c'est qu'on n'a pas encore assez assisté, tu vois. Clairement, je pense que ça c'est la pépite. la pépite. Donc clairement ça je pense que c'est vraiment ce que je garde en tête. J'ai moi-même cette sensation sur tous mes lancements hein, depuis le début, à un moment ouais c'est trop, est-ce qu'un mail par jour c'est trop, etc. Mais à chaque fois je me dis il faut que moi-même je me saoule pour savoir que c'est le bon taux de répétition pour mon audience. Et c'est là aussi où comme je te disais, ça aide en fait d'avoir un produit auquel on croit vraiment parce que cette version-là de la BSB, j'y croyais tellement que j'avais envie d'envoyer 2 mails par jour, tellement j'avais de trucs à dire, tu vois. Et c'est même mon équipe qui m'a dit: «Non Aline, 1 par jour, c'est déjà beaucoup. T'es pas obligée d'en faire 2 par jour». J'ai dit: «Bon, OK». Alors évidemment, on est peut-être allé un petit peu trop loin sur la partie affilié communication, ça je l'entends, et on est vraiment là pour apprendre et c'est OK, c'est pas grave, les gens vont s'en remettre, tu vois, dans 6 mois ils auront oublié, etc. Mais oui, non, il faut mieux trop saouler que pas assez, quoi. Et justement, enfin moi j'aimerais rebondir sur ce côté où tu dis, tu veux vraiment qu'ils puissent prendre une décision qui a le potentiel finalement de changer, dans ton cas leur business, changer leur vie, parce que finalement quand on crée un programme, on crée pas juste un programme pour le vendre, on crée vraiment quelque chose, une solution à un problème, et en fait on veut permettre à la personne de prendre une décision informée entre guillemets, je sais pas si ça se dit en français, mais voilà, pour qu'ils aient vraiment tous les arguments en face pour qu'ils puissent prendre leurs décisions pour pourquoi pas changer leur vie. Et y a quelqu'un qui tu as changé la vie. J'ai une petite surprise pour toi aujourd'hui. Et je lui ai demandé finalement de t'adresser un petit message. C'était pas prévu. Aline, elle ouvre des grands yeux, elle était pas au courant. Je sais pas ce qui va se passer. On est comme à la télé ici, t'as vu? Donc, je te laisse découvrir son message. Il s'agit de Vanessa du compte Douce Alternative qui t'adresse ce petit message. Hello Aline, j'espère que tu vas bien. Je te fais ce petit coucou grâce à Julie. Il paraît qu'on dit jamais assez aux gens à quel point ils ont changé nos vies. Alors c'est le moment, je vais me répéter à nouveau au cas où tu n'aies jamais compris. Mais tu as littéralement changé ma vie. Il n'y a pas d'autre mot, que ce soit par ton podcast, tes autres contenus gratuits ou via la BSB qui n'a pas boosté que mon business mais qui a aussi boosté mon état d'esprit et ma vie dans son ensemble, puisque je considère vraiment qu'aujourd'hui ma vie n'est plus la même, clairement. Voilà, je voulais te remercier. Continue à faire tout ce que tu fais parce que ça a un vrai impact sur la vie des gens et j'espère à très bientôt. Elle est tellement chou, ma petite Vanessa. Voilà. Est-ce que tu as conscience de l'impact que tu as sur la vie des gens comme ça, grâce à ton programme en ligne? Alors non, mais je pense que c'est une bonne chose. Parce que je sais pas si je serais du genre à prendre la grosse tête, mais je pense que si j'avais conscience de tout ce qui se passait, je prendrais peur. Et j'aurais syndrome de l'imposteur ou des trucs comme ça. Donc je reçois des messages, mais c'est toujours, tu sais, quand tu reçois ces compliments, mais que t'es très détaché, c'est comme si la personne, tu reçois le compliment, mais elle parlait pas de toi, tu vois. Et quelque part, je cultive ça parce que je préfère rester dans ma petite bulle en mode oui, je travaille avec 3-4 personnes, tu vois. et rester, je pense que ça m'aide à rester moi-même et surtout à continuer à foncer sans trop me poser de questions. Parce que si j'avais 40 000 retours comme celui-ci, je pense que je serais en mode syndrome de l'imposteur et que j'oserais plus rien faire.
Donc ça arrive encore, c'est encore possible, le syndrome de l'imposteur arrive Mais moi, ça m'arrive de plus en plus, Ouais. VS les débuts. D'accord. Plus je progresse, plus je ressens. D'accord. Tu vois, je pensais que ça aurait été le contraire, tu vois, comme quoi, ça ne veut rien dire. Parce que là, finalement, tu as formé combien de personnes au total? Tu as déjà fait le calcul? Que dans la BSB ou toute formation confondue? Tout confondu. Tout confondu, sans compter, genre, on a 6700 personnes. Waouh. 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 Impressionnant. Et ce que j'aimerais savoir, moi, c'est qu'arriver à ce niveau, justement, tu parles de 6700 personnes formées. Est-ce que tu sens que tu dois particulièrement redoubler de créativité dans certains domaines à chaque relancement? Ouais, complètement. Après, je pense que c'est une bonne partie, une pression que je mets moi-même. Mais il y a ce côté que je ressens. En fait, les gens sont plus exigeants par rapport à toi. Et je sens que les gens aujourd'hui sont plus exigeants avec The Bee Boost qu'ils pouvaient l'être en 2020 ou en 2021 où c'était bon, Aline avec une assistante, mais c'était Aline, quoi. C'est une solopreneur. Aujourd'hui, The Bee Boost a cette image de, OK, on commence à être une grosse boîte, on s'entend, mais il y a du monde derrière et donc les gens se comportent pas pareil. C'est comme toi quand tu vas chez une petite créatrice ou que tu vas chez Maison du Monde, tu t'attends pas, t'as pas les mêmes exigences en termes de service client, de choses comme ça. Donc ça, je le ressens. Je trouve ça bien parce que c'est moi qui psychote, hein, peut-être que c'est une croyance de ma part, mais ce côté que je ressens où quand tu te positionnes dans les top lanceurs de ton marché ou dans les formations qui commencent à faire un petit peu de bruit, à être un petit peu considérées comme des formations références, ça m'oblige à me challenger et à pas me reposer sur mes lauriers. Mmh. Écoute, tu me fais la passerelle mais idéale pour la dernière surprise de cet épisode de podcast. Elle est gâtée aujourd'hui, je vous préviens. Alors, Mieux qu'à la télé, comme tu disais. alors en fait, juste avant de passer justement le petit message qui suit, tu disais justement que le fait de devenir une grosse entreprise, finalement, ça demande beaucoup de soins à tes clients. Et donc, bien évidemment, je me suis dit que j'allais faire intervenir Lou. Tu peux nous dire qui est Lou? Oui, Lou, c'est la Customer Care Manager chez The Bee Boost. Donc, c'est un anglicisme pour dire que son rôle, c'est de prendre soin de la communauté des clients. Ça peut passer aussi bien aujourd'hui par répondre aux messages, aux mails, mais aussi imaginer des parcours clients, des expériences clients, des surprises, des choses comme ça. Je peux pas en dire trop, mais elle est en train de préparer plein de trucs pour la BSB, un truc de malade. Apparemment. Alors, est-ce qu'on écoute ce qu'elle a à nous dire? Allez, c'est parti. C'est parti. Du coup, donc moi, je fais partie de la team The Bee Boost depuis bientôt 10 mois. C'est une de mes meilleures expériences de ma vie, clairement, dans les différentes missions ou tu vois, expériences professionnelles que j'ai pu avoir. Aline, c'est de loin la personne qui veut aller le plus loin en termes de customer care, donc trop top pour moi, tu vois. Pour te répondre, oui, je me suis vraiment amusée durant le lancement et je m'amuse encore maintenant, hein. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'on bosse sur des surprises assez folles et je pense que les élèves ne sont pas prêts d'oublier ce qui va arriver. J'en dis pas plus. Et pour le petit message pour Aline, je pense que je lui dis juste un immense merci et que je suis trop heureuse que nos idées folles se soient croisées il y a 10 mois. Elle est trop chou. Je l'aime trop. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé le réel qu'elle a sorti au moment du lancement. Ah, mais elle était encore plus à fond que moi, c'était trop drôle. C'est top de voir finalement et même l'équipe porter le lancement, vraiment c'est quand même quelque chose de très fort. Et même ce que je dirais, c'est que même au niveau de ta communauté, tu arrives à construire ce côté cohésion, entraide. Et même il y a quelqu'un avec qui je discutais en DM qui me disait oh là là, c'est trop compliqué Instagram, il y a que chez les The Bee Boostiens que ça se passe bien, il y a pas de concurrence déloyale, les gens ils se soutiennent, il y a vraiment ce côté camaraderie, entraide que t'as réussi à construire au final et de voir que même au sein de ton équipe, les gens se sentent portés par ton projet. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui? Mais ça me fait trop plaisir parce que je pense que un des trucs qui me drive sur cette planète, c'est de prendre soin des gens, tu vois, et que les gens soient heureux. Et effectivement, j'accorde autant de soins à mes clients et à leur bien-être qu'à mon équipe et leur bien-être. Et bon, même parfois, ça passe avant le mien, donc dans les limites qu'on connaît. Mais je trouve ça trop chou. Et je trouve que si tout le monde était un peu plus comme ça, il y aurait plus de guerre, il y aurait des bisounours de partout. On serait sur une très belle planète.
Ah là là, non mais c'est vrai, franchement, ça se ressent en tout cas de l'extérieur. Je te le disais, moi, ça fait donc ces 3 lancements que j'observe de l'extérieur. Je vois vraiment qu'il y a vraiment ce truc qui se dégage. Vraiment, c'est vraiment ta bonne humeur. Vraiment, ça se voit. En tout cas, on voit pas du tout quand t'es fatigué hein, en période de lancement. Chose qui peut arriver. Et d'ailleurs, ma question c'est comment tu gères cette phase quand ton panier il est ouvert déjà à ce moment-là. Est-ce que t'es fatigué? Est-ce que tu fais des choses en termes de self-care, enfin pour prendre soin de toi, comment ça se passe? Alors, il y a quand même des moments où je suis fatiguée. J'étais retombée sur une vidéo de moi. Oh, j'ai eu peur en vrai quand je l'ai regardée. En fait, j'avais regardé mes vidéos du dernier lancement et tout particulièrement une vidéo que je tourne le dernier jour du lancement et qui part par mail, qui est dans le dernier mail de rappel en mode c'est bon, il faut prendre ta décision maintenant. Tu vois, donc c'est vraiment un mail commercial qui envoyait toute la liste, etc. En mode il reste quelques heures pour t'inscrire dans le panier. Non, t'inscrire dans le panier, t'inscrire dans la formation. Et ce mail-là, comme j'ai envie qu'il soit le plus authentique possible et à jour par rapport au mood du lancement, c'est un des rares que je ne prépare pas à l'avance et je tourne la vidéo le dernier jour du lancement. Et en fait, j'ai re-regardé la vidéo du lancement de 2021. J'ai eu peur en voyant ma tête. C'était ah non mais j'étais en train de sauter d'une fenêtre quoi. Enfin j'étais pas maquillée, j'avais le teint terne, gris, on voyait que j'étais mais claquée de chez claquée, tu vois? Et là, je me suis dit: «Oh là là, plus jamais ça, plus jamais», parce que déjà c'est pas vendeur, mais ensuite moi-même, je me rends compte enfin, je vivais ma meilleure vie, mais je me rends compte que mon corps était en train de lâcher, quoi, tu vois? Et du coup, cette année, c'était vraiment un de mes gros focus de me dire: «Il est hors de question que je revive la fatigue que j'ai vécue, l'année dernière post-lancement», parce que ça avait été extrêmement compliqué aussi et je me suis, c'est l'expression que j'aime bien employer, mais je me suis préparée à ce lancement comme un sportif de haut niveau se préparait à une compétition. C'est-à-dire que dès le mois d'octobre, j'ai fait appel à une naturopathe et on a travaillé sur l'alimentation, le stress, le sommeil, l'exercice physique, tout pour que j'ai non seulement la meilleure énergie pendant toute la durée du lancement, mais surtout que je termine pas en burn-out juste après. Et donc c'était aussi bien par des compléments alimentaires, des nourritures spécifiques, des choses comme ça. Enfin, vraiment, on a travaillé en profondeur là-dessus. Je faisais plus de sport, j'ai fait du yoga alors que je déteste le yoga, mais ça me faisait tellement du bien que finalement, j'étais obligée d'en faire. Et voilà, plein de petits trucs comme ça. Et la naturopathe était même intervenue pour l'équipe et ça avait été vraiment chouette comme moment ensemble. Finalement, t'as même pris soin finalement de l'énergie de ton équipe parce que comme quoi c'est vraiment un moment qui demande vraiment beaucoup d'énergie. Les gens s'en rendent pas forcément compte quand ils voient lancement. Déjà, ils se disent même pas qu'il y a eu toute la phase pré-lancement si ça a été bien fait. Et en fait, ils voient voilà une ouverture de panier et puis vas-y c'est la fête, masterclass, compagnie. Mais en fait, ça demande énormément d'énergie. Et par rapport à ça, ce que je voudrais savoir, c'est que quand t'as lancé la BSB pour la première fois, est-ce que tu étais déjà seule ou tu avais déjà Sonia à ce moment-là? Il y avait déjà Sonia, elle était en mode assistante à l'époque, mais c'était genre 10 heures par mois ou 15 heures par mois, un truc comme ça. Voilà, parce que moi, honnêtement, quand j'accompagne mes clients, je leur demande toujours est-ce que au moment du pré-lancement, tu seras sûr d'avoir un temps suffisant pour travailler? Est-ce que tu as pensé peut-être à alléger ta charge de mission client ou est-ce que tu as pensé à déléguer? Tu vois, moi, honnêtement, j'ai aucun problème avec ça, à demander à la personne de se faire du temps parce que on ne peut pas avoir des résultats immense si on passe pas du temps à bosser. Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Donc voilà. Et c'est ce que je voulais savoir. À ton avis, quand est-ce qu'on peut commencer à déléguer si on prépare? Est-ce que tu penses qu'un premier lancement en déléguant c'est bien ou vaut mieux tester une fois Ah non, pour moi, il faut déléguer déjà sur son premier lancement. C'est sûr, il faut avoir quelqu'un avec nous. Mais même de manière plus générale, en business, il faut déléguer dès que possible et dès le début. Presque, même quitte à avoir quelqu'un 3 heures par mois avec nous parce qu'on veut pas le payer plus. Mais plus vite on prendra l'habitude de déléguer, déjà plus vite on va pouvoir se dégager du temps pour ce qui compte vraiment. Et surtout, plus vite, nous-mêmes, on va se former au management et à la délégation. Et quand on en aura vraiment besoin, que ça deviendra stratégiquement crucial pour le business, on saura déjà faire. Alors que les gens comme moi qui attendent d'être la tête sous l'eau pour commencer à déléguer, non seulement tu dois former une personne, tu dois apprendre à manager, tu dois apprendre à être un leader, mais en plus, tu as déjà la tête sous l'eau, tu vois. Enfin, c'est pas un bon coup du tout. Et je vois trop de gens qui font cette même erreur que moi. Et aujourd'hui, mon discours serait de commencer à déléguer, mais dès le début de votre business, quoi. C'est comme même si on se sent pas forcément prêt. Voilà, c'est la métaphore que je prends aussi souvent. C'est quand tu prends une femme de ménage, t'attends pas que ton appart soit ultra crade pour appeler une femme de ménage. Tu la prends dès le début pour qu'elle vienne régulièrement et que l'appart reste relativement propre. Bah, ton business, c'est pareil. Non, c'est une très bonne analogie. J'avais jamais pensé.
Mais en tout cas, oui, effectivement, il va y avoir beaucoup de travail à abattre et effectivement, faut pas hésiter du tout, même si on se sent pas prêt, même si ça a l'air d'être un peu tôt. Vraiment, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de nous dire. Et la dernière question, avant de passer à quelque chose de fun, t'as vu, on s'amuse bien ici. Je vis la meilleure vie. La dernière question, super. La dernière question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu penses qu'il est important de se former à la stratégie de lancement? Alors, oui, clairement. Mais c'est pas obligatoire. Surtout sur les premiers lancements. C'est-à-dire que moi, j'ai fait 3 lancements de formation en ligne, 2 formations de coaching de groupe avant de me former à ce que c'est vraiment un lancement. Et à chaque fois, ça s'est quand même très, très bien passé. J'avais rempli mes coachings de groupe, j'avais bien vendu mes formations en ligne. Donc, on peut, avec les habitudes qu'on a, ce qu'on observe autour de nous, déjà lancer sans se former, si on n'a pas les moyens, etc. Mais après, quand on veut commencer à partir sur des gros événements, quand on veut apprendre à faire un webinaire, une masterclass, etc., c'est bien de se former. Écoute, merci beaucoup Aline, franchement, je me suis bien amusée, tu vois, j'avais plein de questions de prévues, mais finalement on s'est laissé un peu porter par le flow de la discussion. C'est parfait. C'est là qu'on a les meilleures interviews, d'ailleurs dites-le nous sur Instagram si vous avez aimé ça. Si vous avez apprécié écouter Aline, j'espère que vous apprécierez encore plus ce qui va suivre, puisque là on va un petit peu la connaître en coulisses, si j'ai envie de dire. On va passer à une partie hot seat, ou en rapid fire, comme ça je vais te poser des questions et tu vas choisir quelque chose qui te correspond. Donc on va partir du perso. C'est tellement nul à ces trucs-là. C'est vrai. Bon, on va voir. Donc on va partir du perso et on va aller bien sûr sur le côté pro. Donc c'est parti, on y va. Alors, sucré ou salé? Salé. Netflix ou cinéma? Netflix. Livre papier ou livre audio? Papier. Enfin, Kindle, mais papier, quoi. Ah. Je te dis, j'étais nulle. La réponse D. Oui, voilà. ClickUp ou Notion? Ah, c'est trop dur. Ah là là, ça, j'adore la faire, celle-là. Non, ça, je peux pas parce que j'utilise les deux, j'adore les deux, donc je peux pas choisir. Si j'ai bien compris, tu utilises ClickUp pour tout ce qui est pro, c'est ça? Ouais, en fait, ClickUp, c'est la gestion de projet et la gestion du business en collaboration avec l'équipe. Notion, c'est toute ton organisation perso. D'accord. C'est le day-to-day, en fait, comment toi, tu gères ton... C'est ça. Ok. Groupe Facebook ou Slack? Allez, Slack. Parce que tu avais justement un groupe Facebook avant et tu passais sur Slack. Et tu peux nous dire pourquoi Slack, du coup? En fait, un des retours que j'avais eu sur la BSB 2021, parce que j'aime beaucoup entendre les retours et essayer de trouver des solutions. Donc, un des retours que j'ai eu sur la BSB 2021 qui était, on avait un groupe Facebook, on était 700 dedans, Aline, il y a trop de monde, on n'arrive pas à tout lire, on se sent perdu, on a l'impression de louper des informations, c'est stressant pour nous, etc. Et du coup, je me suis dit, cette année, d'aller sur Slack, ça va permettre non seulement aux gens de discuter en MP entre eux, d'avoir les canaux privés pour les classes avec les mentors, les choses comme ça, mais aussi d'avoir des canaux de discussion thématiques où on peut, du coup, un peu mieux s'y retrouver. Mais très honnêtement, je suis pas encore 100% convaincue parce que j'ai quand même un peu des retours en mode ouais, il y a beaucoup de messages, nanana. Il y a quand même des petits défauts. Je me suis rendu compte que Slack, c'est pas un logiciel que beaucoup de gens connaissent et qu'il y a beaucoup d'élèves qui étaient un peu perdus parce qu'ils avaient jamais utilisé, qu'ils savaient pas trop comment ça fonctionnait. On leur a fait des tutos, mais c'était pas quand même très confortable pour eux. Je pense qu'on peut trouver encore mieux. Bon, rendez-vous l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine. Ah non, mais ça va être des surprises. Masterclass ou challenge? Masterclass. Ouais, j'ai vu que c'était pas forcément un format qui t'inspirait les challenges, non? Non, parce que c'est trop long pour moi. Moi, j'aime bien les trucs un peu one shot et que je sais que, alors pour le coup, déjà que j'en donne un peu trop dans ma masterclass, je serais capable de faire la RBSB en 5 jours sur un challenge et de pas vendre derrière tellement je t'ai donné d'infos, tu vois. Je suis vraiment pas douée pour meubler sans vendre. D'accord. Bon, écoute, merci beaucoup pour ce petit hot seat. J'ai super adoré, franchement. Et ce que j'aimerais savoir, est-ce que tu as des projets futurs autres que la BSB pour l'instant, choses dont tu peux nous parler ou pas? Alors, je vais parler que des choses dont je peux parler parce qu'il y a aussi des choses secrètes. Alors, le but, ça va être évidemment de commencer à développer d'autres offres parce qu'aujourd'hui, la BSB, c'est, on va dire, mon offre principale. J'ai en préparation un mastermind pour les entrepreneurs avancés qui, on va dire, sont très proches ou ont dépassé les 100 000 euros par an pour aller plus loin sur toutes ces problématiques de développer et scaler son entreprise. Donc ça, c'est le projet numéro 1. Projet numéro 2, c'est de faire un séminaire au mois de septembre. Ça fait 2 ans que j'ai envie, ça fait 2 ans qu'on le repousse parce que Covid et compagnie, mais là, cette année, ça va être la bonne. Donc, le premier séminaire The Bee Boost aura lieu
fin septembre, début octobre 2022. Génial, on a hâte d'en entendre parler. Et oui, ça va être trop bien. Et pour la BSB, du coup, on sait que tu relances une fois par an, donc rien avant l'année prochaine. Et d'ailleurs, la petite question que j'ai à te poser, est-ce que tu penses qu'un jour tu la passeras en evergreen ou pour l'instant tu préfères continuer à lancer? Je pense pas, parce qu'en vrai, on me la pose souvent comme question, mais en vrai, ce serait pas au service des élèves. Parce que c'est tellement un programme complet, mais aussi qui sort les élèves de leur zone de confort, qui leur demande de travailler sur eux-mêmes, ou parfois vraiment c'est challengeant, et on peut être un peu découragé à certains moments, que s'il n'y a pas cette émulsion de groupe, ce système de mentorat, le fait que tout le monde avance au même rythme et découvre les mêmes choses en même temps, je pense que clairement les gens se décourageraient beaucoup plus facilement et laisseraient tomber, et du coup ce serait pas à leur avantage ni au mien, quoi. D'accord. Bah écoute, merci Aline, merci, moi aussi j'ai eu ma meilleure vie là aussi durant cette interview. Je le disais en off à Aline, franchement quand j'ai commencé ce podcast, elle faisait partie de ma dream guest list. Franchement là, pour moi j'ai fait un milestone là. Franchement. Vous avez pas vu, elle m'a fait un petit cœur. Donc merci à toi. Moi, quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Avomarque Relancée. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à venir sur Instagram, sur le compte La Vie en Evergreen, en DM. Dites-moi comment vous l'avez trouvé cet épisode et qui est-ce que vous voulez entendre la prochaine fois. Je vous souhaite une belle journée, fin de soirée, peu importe quand est-ce que vous m'écouterez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye tout le monde.